Merci de nous rejoindre sur Midi 1. Bienvenue dans le débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Les chefs d'État du G5 Sahel pourraient désigner dans les prochains jours un nouveau président pour assurer l'intérim à la tête de l'organisation régionale, dont le Tchadien Idriss Déby Itno, décédé la semaine dernière, assurait la présidence tournante en attendant la réunion de février 2022 prévue à Bamako. Qui du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger va succéder au Tchad? Comment l'intérim va-t-il se dérouler? Des réponses en première partie d'émission. En Somalie, le déploiement lundi dernier dans des quartiers de Mogadiscio de miliciens fidèles des dirigeants de l'opposition au lendemain d'échanges de tirs avec les forces de sécurité marque une nouvelle escalade dans la crise politique somalienne. Le mandat de 4 ans du président Farmajo a été prolongé le 8 février dernier sans que des élections aient pu se tenir. Une prolongation qualifiée d'inconstitutionnelle par le président du Sénat qui a été interrompue par le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed en annonçant la tenue d'un scrutin présidentiel. Quel avenir alors pour le président Farmajo? Dans quel climat cette élection présidentielle va-t-elle se tenir? Des réponses en fin d'émission avec mes invités du jour. Ibrahima Kane, analyste politique, merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci de m'appeler à participer à cette rencontre. Et en face de vous, cher Sabi Boundiaï, spécialiste en relations internationales, merci d'être le nôtre aujourd'hui. Merci à vous, je vous remercie de l'invitation. Nous allons, les amis, parler du G5 Sahel. Évidemment, le G5 Sahel se retrouve orphelin après la disparition tragique du maréchal Idriss Déby Itno. Quelles sont les difficultés auxquelles l'organisation pourrait faire face dans les mois à venir ? Bon, la première difficulté, c'est de se réorganiser parce que le président Déby était un acteur important au niveau du G5 Sahel, pas seulement au plan politique, mais aussi au plan militaire. Son pays est dans une situation plus ou moins difficile et Dieu seul sait quand est-ce que cette situation va se stabiliser parce que cette situation aura toujours un impact sur les forces en présence sur le terrain, parce que l'armée tchadienne est la force, en dehors de la force française, c'est l'armée tchadienne qui est la force la plus importante. Et en troisième lieu, le G5 est aussi dans une phase de restructuration. La dernière réunion avait décidé, N'Djamena d'ailleurs, qui s'était déroulée à N'Djamena, avait décidé d'un certain nombre de chantiers. Et il va falloir revoir si ce qui a été décidé à N'Djamena peut toujours se faire sans Déby, parce que la perte de Déby constitue quand même quelque chose d'énorme. On parlait d'un partenaire clé dans la lutte contre les terroristes, évidemment. Oui, partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. Je dirais partenaire clé de la France dans ce qui se passe actuellement. C'est l'une des armées les plus aguerries, parce que le Tchad, depuis 1963, ne connaît que la guerre. Donc c'était normal que ce soit les Tchadiens. Et en plus, c'est des Sahéliens qui connaissent bien le terrain, comparé aux autres forces qui sont maintenant actuellement au Mali, qui sont constituées de forces ou africaines qui sont loin de cette région, ou bien les forces européennes dans le cadre de l'aménagement. Donc ça c'est un point important. Et le dernier point que je soulignerai, c'est que l'agenda, il y a un débat à l'heure actuelle au niveau du G5. Est-ce que le G5 doit être totalement inféodé aux Européens, ou bien le G5 doit être une affaire de l'Union africaine? On va justement parler tout au long de cette émission, Monsieur Kane. Revenons sur le G5 Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette coordination des efforts a-t-elle accru la pression sur les groupes terroristes aujourd'hui? Oui, je pense que je suis en phase avec le doyen Kane, mais il faut reconnaître aussi que la majorité des États qui composent le G5 sont des États extrêmement pauvres. De ce fait, dès sa création en 2014, le G5 a rencontré des problèmes économiques. C'est-à-dire, pour faire la guerre aussi, il faut avoir des moyens économiques qui vont vous permettre d'avoir des moyens logistiques. Donc, je pense que c'est en 2017, avec la force qui a été mise en place par le G5 Sahel, sous couvert de la France et de l'Organisation des Nations Unies, qui a permis au G5 Sahel de pouvoir déployer ses hommes un peu partout dans cette zone. Mais Idriss Déby même l'a dit lors de plusieurs rencontres du G5 Sahel, c'est l'OTAN qui a amené tout ce problème-là, qui a bombardé la Libye.
C'est l'OTAN qui a délogé Kadhafi. Maintenant, ces armes ont transité de la Libye et elles sont entrées dans le G5 Sahel et ont contribué à déstabiliser des pays comme le Mali. Mais on a vu que le Tchad a su répondre grâce à son armée, comme l'a dit le doyen. L'armée tchadienne est aguerrie. Le Tchad est en guerre depuis des années. Le Tchad a su contrôler la plupart des forces en présence, des forces qui ont su pénétrer le G5 Sahel. Donc je pense que tous ces résultats-là, il faut les mettre à la solde aussi d'Idriss Déby, qui est appuyé par la France notamment et par d'autres forces africaines. Donc je pense qu'avec ça, on peut dire que le G5 Sahel actuellement va connaître une crise, mais cette crise-là, je pense qu'elle va être passagère car au niveau africain, au niveau du G5 Sahel, les chefs d'État aussi vont se regrouper et prendre conscience de ce qui prévaut. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre des responsabilités, prendre cette force qui est en présence là, cette armée-là et pouvoir faire face aux djihadistes et aux pénétrations dans le décès brutal du maréchal Idriss Déby a-t-il, on va dire, précipité un petit peu les réformes déjà émises en ce qui concerne évidemment le G5 Sahel? Oui, on peut dire que ça fait partie de ce qui précipite actuellement ces réformes-là. Mais le décès du maréchal Déby aussi va poser des problèmes internes au niveau du Tchad. On a vu un peu des manifestations qui se passent dans le pays. Mais actuellement aussi, il faut réformer le G5. Il faut avoir d'autres propositions allant dans le sens de mettre en place aussi... Parce que dès sa création, le G5 Sahel avait pour objectif d'avoir une force militaire pour faire face au terrorisme. Donc aussi, il y avait l'objectif économique aussi pour l'entraide entre les États. On a vu la communauté internationale demander la cotisation pratiquement de plusieurs États. L'Arabie Saoudite a misé 100 millions, les États-Unis d'Amérique 50 millions, l'Union européenne 50 millions et les pays membres du G5, chacun pratiquement 10 millions. Donc tout cela pour vous dire que ces promesses de dons-là... Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, M. Khan? Parce qu'on l'a souligné, l'un des problèmes, sinon le sempiternel problème du G5 Sahel, c'est cette politique d'autofinancement. Ils ne l'ont pas, c'est pas encore installé au sein de l'organisation. Tout à fait. Ils ne l'ont pas et je ne pense pas que c'est demain qu'ils l'auront, puisque tous ces États sont dans une situation économique très difficile. La réforme doit-elle commencer nécessairement par ce point crucial? Oui, mais c'est ce qui a été dit en N'Djamena, dans le cadre de la réforme du G5 Sahel, il y avait un volet financement, mais il y avait aussi un volet implication, par exemple, de la CEDEAO. Vous savez, par le passé, si vous vous souvenez des crises qui ont eu lieu au Libéria et en Sierra Leone, c'est le Nigeria qui avait pratiquement pris en charge de gérer ces situations. Le Nigeria payait à l'époque, c'était le temps de Abacha, payait à l'époque $1 milliard américains par mois pour gérer les guerres du Libéria et de Sierra Leone. Donc vous voyez que, et à l'époque, avec bien sûr l'aide des autres pays comme le Ghana qui avait envoyé des forces militaires, on avait vaincu l'ennemi. Mais ce que l'on remarque dans le G5 Sahel, c'est que la CEDEAO est laissée en rade. Même si un des acteurs clés de la CEDEAO, le Nigeria, est un acteur clé, mais dans la partie est, dans la frontière entre le Tchad et le Nigeria. Donc, comment faire pour que la question de la crise du Sahel soit une question qui est gérée par la CEDEAO? Pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et deuxièmement, puisque c'est un pays, c'est une zone africaine, comment faire en sorte que l'Union africaine, qui a une force en attente, qui a un certain nombre de pays capables de déployer, enfin d'apporter une aide logistique, je pense aux pays de l'Afrique du Nord, je pense à l'Afrique du Sud, comment faire pour que ces acteurs-là soient impliqués? Parce que ce que l'on constate sur le terrain, c'est que l'affaire du G5 Sahel devient une affaire de la France et de 5 pays africains. Évidemment, comme vous dites, on a besoin d'impliquer tout le monde sur le continent pour apporter, on va dire, une force efficace pour lutter contre ces terroristes. Pas seulement une force efficace. Vous savez, ces guerres-là ne seront jamais gagnées militairement. Jamais, jamais on ne pourra. Regardez le Nigeria. Mais la majorité, M. Khan, la majorité des présidents, en tout cas des pays membres du G5 Sahel, ont du mal à dialoguer avec les terroristes. Ah non, ça commence. Le gouvernement malien a dit
ouvertement aux autorités françaises qui étaient même réticentes. C'est la solution, dialoguer? Mais il faut dialoguer parce que les armées sont faibles. Les armées sont incapables de gérer leur propre pays. Je vous donne 2 exemples. Allez-y. Le territoire malien, la partie du territoire malien que l'État gère au quotidien, c'est 20%. Au Burkina Faso, on l'avait dit ici, le gouvernement ne gère pas plus de 15% du territoire national. Pour le reste, c'est des zones de combat ou des zones à conflit. Alors comment voulez-vous que des gouvernements qui ne gèrent que ces portions congrues de leur propre territoire puissent continuer à faire la guerre? Mais il faut dialoguer au Mali. Ça a commencé, mais ça a mal commencé. En parlant du dialogue, je vais y revenir, hein, M. Kane, on va y revenir vers vous dans quelques minutes. En parlant justement du dialogue, hein, en tout cas, c'est le leitmotiv aujourd'hui de certains États africains pour évidemment lutter contre le terrorisme. On parle de dialogue, il y a également un dialogue entre les présidents des 5 pays membres du G5 Sahel pour élire le futur président de l'organisation par intérim, évidemment, après le décès brutal du maréchal Idriss Déby Itno. Qui pour succéder au Tchad comme pays? Qui pour succéder? C'est la grande question qu'on se pose actuellement. On ne peut pas dire précisément tel ou tel pays va succéder au maréchal Idriss Déby. Mais actuellement, il y a des pourparlers qui sont organisés pour cela. Mais le dialogue, en tout cas, sur le terrain est nécessaire, comme l'a dit le doyen. Vous savez pourquoi? Regardez lors de l'intervention française au Mali. Les chefs d'état-major des armées ouest-africains ont fait des réunions ici à Dakar et dans d'autres pays pour créer une force allant dans le sens d'aller déloger les djihadistes du Mali. Ils ont envoyé leur plan au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a rejeté le plan. Ils ont fait 3 fois un plan, ils l'ont envoyé au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité l'a rejeté pour motif que ces États-là n'ont pas de moyens logistiques qui peuvent leur permettre de faire une guerre à longue durée contre ces djihadistes-là. Donc pour vous dire qu'il ne faut pas toujours prôner la solution militaire. En Afrique surtout, la solution militaire, je ne pense pas que c'est le seul moyen qui peut permettre de déloger ces gens-là. Il faut engager une solution de dialogue, aller dans le sens d'avoir des pourparlers avec ces gens-là. C'est ça qui va sortir le Sahel de cette impasse-là. Parce que ces armes qui transitent de la Libye-là vont continuer à déstabiliser cette région-là. Donc c'est pour moi la seule alternative. Évidemment, nous allons ils vont passer la main à quelqu'un d'autre. Le maréchal Déby est mort. Il faudra quelqu'un, comme vous l'avez dit, pour diriger actuellement ce G5-là. Et justement, par rapport à ça, mon cher Kane, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est pressenti pour remplacer le maréchal défunt Idriss Déby Itno. Le profil idéal? Le profil idéal, je ne sais pas. Mais vous savez... la difficulté dans le contexte actuel, c'est que les militaires qui ont succédé au maréchal Déby ne peuvent pas prendre la succession à la tête du G5 Sahel. Pour une raison très simple, leur situation reste à déterminer. Parce que le moyen par lequel ils sont venus au pouvoir ne sont pas des moyens que l'Union africaine accepte. Jeudi dernier, la veille des funérailles d'Idriss Déby, il y a eu une réunion du Conseil de paix et de sécurité qui a décidé d'envoyer une mission d'enquête sur le terrain pour voir comment les choses se passent afin de pouvoir déterminer la suite des événements. Parce que quand ils sont venus au pouvoir, les militaires ont décidé de dissoudre l'Assemblée, le gouvernement. Et donc, mais ça, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement, pas autre chose. Et donc ça pose déjà un problème. Le deuxième problème qu'on a, au Niger, le président vient juste de s'installer. Donc il a beaucoup de choses à régler dans son pays que de gérer le G7 Sahel. Le Mali, vous voyez dans quelle situation... Ils vivent la même situation, on va le dire, avec cette transition militaire. Il n'y a que la Mauritanie et le Burkina Faso qui restent. Et donc, si le choix se porte sur le président Kaboré du Faso, c'est juste pour gérer une situation, mais ça ne change pas le problème. Oui, mais comment l'organisation, en l'occurrence le G5 Sahel, doit-elle en tout cas essayer de faciliter l'intérim du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré?
Vous savez, c'est le nom de Kaboré certainement qui est sorti comme le potentiel remplaçant de Idriss Déby, mais rien n'est encore fait actuellement. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que, comme l'a dit le doyen, les militaires, les conseils militaires qui est au Tchad actuellement, le CMT, oui, avec à sa tête le fils du président Déby, je pense que ce conseil militaire-là n'a pas de légitimité. Parce que, comme vous le savez, le Tchad a une constitution, et la constitution du Tchad dit qu'en cas de décès du président de la République, il doit être remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Et on a vu que l'Assemblée nationale a été dissoute. Donc pour dire qu'au niveau africain, au niveau de l'Union africaine et de la communauté internationale, on sait bien que l'actuel président du Tchad n'est pas légitime. Mais on dirait que la communauté internationale, c'est Mahamat Déby qui fait son affaire. Parce qu'on n'a pas vu de véritable dénonciation et de condamnation de la part de cette communauté internationale sur ce qui se passe au Tchad. Alors que nous le savons tous que vraiment le Tchad ne mérite pas ce qui se passe actuellement. S'il fallait interpréter, mon cher Ndia, s'il fallait interpréter ce mutisme jugé comme tel de la part de des organisations internationales, est-ce que quelque part aussi c'est pas une manière de valider le profil idéal, pour utiliser en tout cas ce terme, en ce qui concerne Idriss Déby fils, parce que n'oublions pas, il a été sur le terrain, il a travaillé aux côtés de son père, il maîtrise la zone du Sahel. Exactement. Donc est-ce que quelque part c'est pas de se dire le profil idéal Mahamat Idriss Déby? Moi, personnellement, je ne vais pas dire que c'est le profil idéal actuellement. Du moins de ce qu'on voit de l'extérieur. Oui, parce qu'avec la présence française, avec le mutisme d'une bonne partie de la communauté internationale, on peut dire que pour eux, c'est le profil idéal. Parce que comme on le sait, Idriss Déby, il allait au front, il allait se battre. On l'a vu sur les rives du lac Tchad. Avec sa mort aussi, on l'a vu comment tout s'est passé. Donc tout cela pour dire que aussi, on dirait que c'est Mahamat Déby qui fait vraiment le bonheur de la communauté internationale aujourd'hui. Mais le problème en est qu'actuellement, au niveau interne, on voit des déstabilisations. Car le FACT, aujourd'hui même, ce matin, le FACT a attaqué des bases de l'armée régulière tchadienne. Ouais. Donc, Boko Haram s'est encore réveillé. On dirait que Boko Haram a retrouvé du sang neuf. Donc, pour vous dire tout simplement qu'actuellement, la communauté internationale, au lieu de vraiment d'être dans son mutisme, d'être dans les valises de Mahamat Déby, la communauté internationale devait aller dans le sens de permettre à ce pays-là vraiment de se réorganiser. Certes, le Tchad a connu des lendemains de guerre mais ce pays-là aussi mérite d'avoir une transition démocratique. Transition démocratique, allez-y, M. Khan. C'est pas ma lecture. Ma lecture est que une sanction immédiate, comme une suspension du Tchad, de toutes les institutions de l'UA, aurait pu provoquer la décision de la junte de rapatrier toutes les forces tchadiennes. Et cela était d'autant plus plausible qu'il y avait déjà une rébellion qui se présente au nord, et donc qui pouvait justifier le retour. Mais imaginez le retour, en tout cas le vide que va laisser c'est risqué, les forces tchadiennes. C'est risqué. Le risque que vont laisser les forces tchadiennes si elles étaient rappelées par N'Djamena. Et donc je pense que c'est ce qui explique un tout petit peu l'adhésion, mais je veux dire le silence qu'on observe. Mais ce silence-là commence même à changer. Oui, parce qu'on a vu le président Tshisekedi. Et donc, non seulement Tshisekedi, mais même le président français, Emmanuel Macron. Macron posait. Et donc, les militaires eux-mêmes savent aujourd'hui que leur avenir n'est pas certain. Et ça peut aussi jouer dans la balance, parce que maintenant, si les militaires arrivaient par exemple par extraordinaire, on décidait que les militaires n'allaient plus rester au pouvoir, le Tchad va entrer dans une période qui va être une période trouble. Et par rapport à cette période trouble, mon cher Khan, alors évidemment, il y a une rencontre qui est prévue en février 2022 pour élire évidemment le nouveau homme fort du G5 Sahel. Est-ce que la solution, au vu de tout ce que vous venez de dire, ce n'est pas de redonner la main au Tchad ? Oui, mais redonner la main au Tchad, mais encore faut-il que le Tchad nous aide à bien gérer cette situation, parce que... vous pensez que le fils Mahamat n'est pas dans ces dispositions-là? Mais on ne peut pas être dans un processus de succession familiale. On doit être dans un processus de succession démocratique. Je vais même vous dire, si vous regardez ce qui s'est passé
le week-end pendant le week-end où la mort a été annoncée. On a annoncé les résultats à un moment où, paraît-il, le président était déjà décédé. Parce que si la mort avait été annoncée avant la proclamation des résultats, ça allait créer une situation juridique assez intéressante. Parce que le président n'était pas le seul candidat, il y avait d'autres candidats, donc le processus constitutionnel aurait pris un autre chemin. Et je pense que c'est parce que, justement, les militaires ne voulaient pas de ce processus qu'on a vite fait de proclamer les résultats. Oui, d'aucuns dans le pays parlent d'un coup d'État en ce qui concerne évidemment la prise de pouvoir du CMT, le Conseil militaire de transition. Revenons sur le G5 Sahel, l'organisation qui dispose évidemment, on va dire, d'une armée, mais pas très forte, hein, cette armée-là. Que faut-il faire aujourd'hui, mon cher Ndiaye? Est-ce que la politique, la stratégie de défense que le G5 Sahel doit adopter aujourd'hui, c'est cette politique qui consiste, comme vous l'avez souligné, mon cher Khan, d'avoir une politique de contribution? Chaque pays envoie un contingent militaire? Oui. Actuellement, c'est ce qui pose problème pour moi concernant la force militaire du G5 Sahel. Même pas l'aspect déploiement des hommes, mais l'aspect économique. Parce que vous le voyez, c'est une contribution internationale qui appuie pratiquement le G5 Sahel. L'Arabie Saoudite avait misé 100 millions, mais finalement l'Arabie Saoudite a suspendu ces 100 millions parce que la France a ouvert des pourparlers à l'Iran. Si je vous suis, avec le G5 Sahel, le diagnostic il est bon, mais les médecins restent un petit peu suspects en ce qui concerne... D'accord. Exactement, c'est actuellement ça le problème. Donc il faut aller dans le sens où, à nous, Africains, de prendre nos responsabilités par rapport à ce qui se passe. Je pense que c'est ce que Déby avait compris. Déby, comme vous le voyez, dans plusieurs théâtres d'opération, il a envoyé des soldats tchadiens pour défendre vraiment, pour repousser les assaillants. Donc je pense que cette prise de responsabilité qu'avait Idriss Déby, malgré qu'il a été appuyé par la France, ça aussi c'est de bonne guerre. Mais c'est cette prise de responsabilité que Déby a fait que ces États du G5 Sahel devront faire. Certes, on est des États pauvres. Plus de 40% des populations qui vivent dans ces 5 États-là vivent sous la pauvreté. Mais cela n'empêche aussi d'essayer d'impliquer l'Union africaine. Il faut, certes, l'Union africaine est impliquée, mais une implication allant dans le sens de renforcer le G5 Sahel, de le rendre un peu plus autonome par rapport à la France. Parce qu'on dirait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la France et 5 États africains. Oui, c'est le partenaire clé. Oui, évidemment, les l'expression utilisée, le partenaire clé. Allez-y. Je voulais juste le taquiner quand il dit Idriss Déby a bien compris. Mais Idriss Déby était la solution, mais Idriss Déby était aussi le problème. Beaucoup de crises qu'on a constatées dans la zone centrale de l'Afrique, Idriss Déby est impliqué dedans. La crise centrafricaine, il est impliqué dedans. La guerre du Darfour, il était impliqué dedans. Exactement. Donc, il jouait aussi sa survie politique en tant qu'acteur de la région, surtout quelqu'un qui n'a connu que la guerre dans sa vie. Il a joué sa survie en prêtant main forte à la France dans la guerre au niveau du Sahel. J'irai plus loin. Tout à l'heure, j'ai évoqué la nécessité d'une prise en charge de cette problématique par les pays de la région. Prenez l'Afrique, la partie ouest de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui attaquée. Oui, c'est la zone du golfe de Guinée, là, comme vous l'avez souligné. Elle est aujourd'hui attaquée. Le Sénégal ne l'est pas, mais le Sénégal a un intérêt particulier parce que, économiquement, le Sénégal dépend de ces pays de l'Interland. Il est temps aujourd'hui pour le G5 Sahel d'ouvrir ses portes à d'autres pays. Mais la présence du président du Sénégal lors de la dernière réunion du G5 Sahel s'explique par cela. S'explique aussi par la nécessité de faire jouer un rôle aux acteurs qui se trouvent sur la côte. Parce que si aujourd'hui la situation est devenue tellement compliquée dans cette région, que si les États côtiers ne jouent pas, en tout cas ne prêtent pas main forte aux États déjà en difficulté, c'est toute la région qui va être en guerre. Et ça, personne ne le souhaite, parce que ça va créer d'énormes difficultés, ou plutôt ça va ajouter à nos énormes difficultés que le Covid-19 a créées, et ça va rendre nos pays vulnérables, mais pour combien de temps? On ne le sait pas. Donc, la participation d'armées assez fortes, d'armées assez professionnelles comme celle du Sénégal, à ce combat-là, le Sénégal déjà a 1500 militaires au Mali dans le cadre de la MINUSMA, donc ce n'est pas négligeable. Mais que le Sénégal puisse contribuer davantage, je ne dirais pas seulement
à la guerre, mais contribuer davantage aussi à la recherche de solutions. Recherche de solutions. Recherche de solutions. Parce que pour moi, on est arrivé à un point où la seule chose qui peut être faite au plan militaire, c'est de faire en sorte que l'ennemi soit vraiment mal en point pour engager des discussions et des discussions qui peuvent les ramener à des sentiments meilleurs dans la façon de gérer la situation. Revenons justement avec ce partenariat entre le G5 Sahel et la France. Monsieur Ndiaye, quel bilan faites-vous justement de l'intervention française dans la lutte contre le terrorisme en ce qui concerne la zone du Sahel? Oui, je pense que l'intervention française, certes, est à saluer, mais avec des pincettes. Ça a un bilan mitigé selon vous? C'est un bilan mitigé, oui. Mais comme vous le savez, qui a bombardé la Libye? Quels sont les pays qui ont organisé pratiquement ce qui se passe en Libye actuellement? La France et d'autres pays européens avec l'OTAN. Donc ils ont déstabilisé la Libye. Amadou Toumani Touré l'avait dit, Déby l'a dit, Abdoulaye Wade et tous les présidents l'ont dit. Si vous déstabilisez la Libye, tout le monde sait ce qui s'est passé en Libye. Ces groupes armés qui transitaient en Libye et dans le Sahel et le Sahara se sont réorganisés, ont pris des armes, sont devenus de plus en plus fortes. Et en parlant d'armes, on va en parler en deuxième partie d'émission avec la Somalie. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite sur Média. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième partie d'émission. La prolongation du mandat de 2 ans du président Farmajo en Somalie, jugé illégal, est au cœur de la grave crise politique. Que recherche le président Farmajo en décidant de prolonger ce mandat présidentiel? Oui, c'est comme tout chef d'État africain, on sait que le président Farmajo a voulu prolonger son mandat. Comme vous le savez, la plupart des chefs d'État africains se disent vraiment être des hommes qui vont changer ce qui se passe dans leur pays. C'est pourquoi ils vont prolonger leur mandat. Mais ce que je peux dire concernant ce pays-là, c'est que Farmajo, il devait comprendre que... Il a même compris la trajectoire qu'a pris ce pays depuis les indépendances, même avant les indépendances avec le Somaliland et l'autre partie de la Somalie. Lorsqu'ils ont réuni le pays, lorsque Siad Barre est passé au pouvoir, il a testé le communisme et le socialisme. Lorsqu'il est parti, lorsque les seigneurs de guerre ont pris ce pays, lorsque toutes ces choses-là se sont passées dans un pays et que vous entrez dans un processus démocratique, vous vous êtes installé au pouvoir, vos mandats sont terminés, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de prolonger vos mandats. Vous pensez qu'il n'a pas tiré les leçons du passé en ce qui concerne la Somalie? En résumé, c'est ça. Il n'a pas tiré les leçons du passé parce que c'est un pays sensible, un pays marqué par l'ethnicisme, le clanisme. C'est un pays dirigé par des clans. Donc il devait prendre cela comme conséquence. C'est pourquoi moi, lorsque le président Farmajo a voulu faire cela, tout le monde savait que ce pays allait vers la déstabilisation. On a vu les manifestations de l'opposition armée au niveau de Mogadiscio. On a vu ce qui s'en est suivi. Mais hier, on a entendu le président renoncer pratiquement à... Oui, évidemment, il a renoncé à prolonger ce mandat. Oui, donc pourquoi il ne fallait pas donc essayer de prolonger? Mais parlons de la prolongation de ce mandat présidentiel, mon cher Ibrahima Kane. Un mandat présidentiel en ce qui concerne une prorogation de ce mandat qui a été validé par l'Assemblée nationale. Ça sous-entend quoi? Que l'hémicycle est en complicité avec le président ou bien joue le jeu du président Farmajo? Je pense que c'est la spécificité de la Somalie. Vous savez, la Somalie, on a parlé tout à l'heure du Tchad, mais la Somalie n'est pas loin du Tchad. La Somalie est un État spécial. Depuis 1990, ce pays-là est entre les mains de seigneurs de guerre. Et parce que n'oublions pas que la Somalie est toujours en guerre. Hein, depuis 1990, depuis la mort le départ de Siad Barre, la Somalie est dans cette situation de guerre. Alors, ils ont tout essayé. Finalement, ils sont arrivés à une situation où c'est le Parlement qui joue un rôle important dans les élections. Or, détenir le Parlement ne veut pas dire avoir en main tout le pays. Et ça, l'expérience l'a montré. Les partis d'opposition qui s'étaient opposés à son mandat ont finalement amené dans la ville, Mogadiscio, leurs propres forces militaires. Oui, mais pourquoi l'Assemblée nationale a validé la prorogation du mandat? Mais ça, c'est des jeux de clans, c'est des jeux de... C'est un ensemble. Et peut-être qu'aussi il avait un ascendant. Vous savez comment se gère parfois dans ces trucs-là? On donne de l'argent, il y a pas mal de choses qui se font, de manière illégale bien sûr, qui se font pour avoir un vote. Mais une fois ce vote effectué, il y a la réalité du terrain qui vient. Et ça,
la situation l'a montré. Dès qu'il a perdu le contrôle sur le terrain, il est revenu à de meilleurs sentiments. Mais pour moi, ce qui est quand même sérieux dans cette affaire, c'est que on ne peut pas se permettre dans cette région une crise à l'heure actuelle. Et cela est lié à la situation qui prévaut en Éthiopie. Vous savez que même dans la partie éthiopienne de la Somalie, qu'on appelle l'Ogaden, où les populations sont des Somalis, il y a des problèmes qui sont liés au jeu de pouvoir qui a lieu à Addis Abeba. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés, beaucoup de tueries. Vous avez l'affaire du Tigré qui pose problème. Vous avez la question du barrage qui oppose l'Égypte, le Soudan à l'Éthiopie. Donc on ne peut pas... Et la Somalie elle-même victime d'attaques terroristes aussi. Hein. Oui, mais ça a toujours été le cas. Ce n'est pas une nouveauté. Mais à l'intérieur de l'Éthiopie aussi, il y a entre les communautés Amhara des conflits. La semaine dernière, il y a eu plus de 200 morts qui s'ajoutent à la crise au Tigré. Donc on ne peut pas se permettre dans un contexte pareil. Et je pense que les acteurs extérieurs qui ont pesé dans la balance lui ont montré clairement qu'ils ne pouvaient pas accepter. Et en parlant des manifestations à Mogadiscio, la capitale somalienne, est-ce que ces manifestations ont-elles ravivé le spectre des combats urbains entre factions claniques, rivales qui ont ravagé Mogadiscio, la capitale? Oui, exactement. Ce pays a toujours vécu comme ça depuis des années, même avec l'intervention américaine contre Farah Aidid, où 19 soldats américains ont été tués. Depuis lors, les Américains ont pratiquement refusé d'intervenir dans ce pays, avec les casques bleus aussi qui ont été, plusieurs casques bleus, une centaine même, ont été tués dans ce pays. Donc ce pays est toujours enclin à la déstabilisation. C'est pourquoi Farmajo, finalement, il est revenu à la raison. Mais je pense qu'il devait, avant d'essayer de prolonger son mandat, il devait prendre ses responsabilités, savoir qu'il doit mener ce pays vers une transition démocratique. Certes, ce pays est miné par le clanisme. Chaque clan cherche à diriger le pays. Enfin, par plusieurs mots, de manière générale. On le sait, 24 heures sur 24, pratiquement, les terroristes sont là-bas, les Chebab et d'autres clans qui cherchent à déstabiliser ce pays-là. Donc, ce genre de situation ne vont pas favoriser à mettre ce pays-là en paix. Avec la sous-région, comme vous le savez, en Éthiopie, le Tigré, comme vous le savez aussi dans d'autres pays de la sous-région, ces pays-là vraiment sont actuellement dans un problème sécuritaire. Le Soudan avec le Darfour. Donc la Somalie ne mérite pas actuellement cette situation qui prévaut actuellement là-bas. C'est pourquoi une transition, je pense, démocratique de la part de Farmajo serait la meilleure des solutions actuellement. Il est revenu à de meilleurs sentiments. Vous l'avez souligné, Ibrahima Kane, en ce qui concerne évidemment la prorogation du mandat du président Farmajo qui a décidé de l'interrompre. Une victoire pour le peuple somalien ? Bon, il faut pas d'abord crier victoire parce que, vous savez, dans ces situations-là, puisque sur le terrain, il a été défait, il peut donner des gages et disant, bon, je vous ai entendu, mais le temps de se réorganiser. Je pense également que dans cette situation actuelle, il y a des acteurs extérieurs extérieurs importants qui ont joué leur rôle, un pays comme la Turquie. La Turquie est pratiquement le seul pays au monde qui est présent physiquement dans ce pays-là et qui appuie l'État. Et donc peut-être qu'ils ont compris aussi que si cela continuait, on allait revivre une situation plus compliquée. Et donc tout ça pour vous dire que il peut aller enfin la situation peut évoluer positivement comme elle peut évoluer négativement. Mais l'essentiel, c'est aussi de faire en sorte que l'Afrique se fasse entendre. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu des organisations comme IGAD, des organisations comme l'Union africaine, vraiment, je ne dirais pas condamner tout ce qui s'est passé, mais essayer de prendre à bras le corps le problème pour
envoyer des missions, Justement, on va parler de ce point très crucial en ce qui concerne l'Union africaine dans la résolution de cette crise en Somalie. Alors, le président Farmajo a appelé les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes sur la manière de conduire le vote en ce qui concerne, puisqu'il appelle à une élection présidentielle en Somalie. Le processus de paix, à travers l'acte posé par le président Farmajo, le processus a démarré? Oui, je pense qu'actuellement, avec le recul qu'il a fait actuellement, pour appeler les partis à la discussion, je pense qu'il a lancé un processus allant dans le sens de pacifier le pays. Mais comme nous l'avons dit tantôt, ce pays-là, malgré qu'il cherche à le pacifier, ce pays est toujours ancré au terrorisme et à la déstabilisation. Les Chebab à gauche et d'autres factions, imaginez des partis d'opposition dotés de milices armées qui sont prêtes à réagir lorsque les choses ne les arrangent pas. Donc c'est dans la pacification que Farmajo va trouver une transition, je pense, actuellement pour l'Éthiopie. Parce qu'on l'a souligné, le problème, il est interne, mon cher Ibrahima Kane. Il a souligné, si aujourd'hui on se retrouve avec des opposants qui ont des milices à leur service, ça devient compliqué pour mettre en place ce processus de paix, tant voulu par le président Farmajo. Oui, le problème, il est interne. C'est les acteurs locaux qui jouent. Mais n'oubliez pas aussi que la région a toujours ses alliés à l'intérieur du pays. Surtout les pays arabes. Parce que, vous savez, d'un point de vue géographique, la Somalie est très importante pour beaucoup de pays. Deuxièmement, la Somalie est le seul pays, le pays pourvoyeur, tu vois, comment on appelle, de moutons à beaucoup de pays du Moyen-Orient. Et ça, c'est toute une économie. Ça fait 2 à 3 millions de moutons par an que les Somaliens vendent au niveau du Moyen-Orient. Donc, il y a beaucoup d'acteurs et il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu et qui se sont manifestés pendant... il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une crise. Mais il y en a d'autres qui ont intérêt. Et puis, les alliances aussi qui se nouent avec les pays arabes. Vous savez, l'opposition entre le Qatar et l'Arabie Saoudite a son impact pratiquement dans toute cette région. Donc, il ne faut pas prendre à la légère la crise qui est en train de se passer actuellement, parce que chacun a ses alliés et chacun veut aussi s'appuyer sur ses alliés et jouer. Et un troisième point que je soulignerai, parce que la Somalie est aussi en bisbille avec le Kenya, à cause d'un problème de délimitation de la frontière, plutôt du plateau continental, parce que la frontière entre les deux pays ne sont pas d'accord sur la délimitation. La Somalie voulait qu'on amène l'affaire devant la Cour internationale de justice. Le Kenya s'y oppose. Donc, on peut dire que l'ami de mon ennemi. Évidemment. Donc, vous voyez, il y a une formule. Voilà, c'est un peu complexe. Mais comme je le disais tantôt, cette affaire aussi montre la nécessité d'une plus grande visibilité de l'Union africaine. Pour que l'Union africaine, d'abord, montre les muscles, qu'il ne peut pas accepter une telle situation, parce que ce que le président voulait faire, c'est contre les principes et les règles de l'Union africaine. Et deuxièmement, l'Union africaine sait combien une crise nouvelle en Somalie peut être difficile pour elle-même, parce que n'oubliez pas qu'il y a des forces de l'Union africaine qui sont toujours présentes en Somalie. Et qui sont la cible d'attaques permanentes de la part de Shabab et des autres acteurs. Donc l'Union a toutes les raisons de le faire, mais malheureusement on ne l'a pas entendu. On va revenir sur ce mutisme. Vous l'avez dit, peut-être l'une des solutions en ce qui concerne l'Union africaine, c'est de pouvoir envoyer des missions d'observation, comme c'est fut le cas en Côte d'Ivoire et en Guinée. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là, mon cher Ndiaye? Oui, il faut aller dans ce sens, mais ce pays-là est tellement sensible. Moi, l'impression que j'ai, c'est que l'Union africaine a un peu peur de ce pays-là. Parce que la plupart des forces internationales qui sont intervenues dans ce pays-là
ont eu à avoir beaucoup de morts et de blessés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est écarter l'Union africaine? Non, il ne faut pas l'écarter. Je ne demande pas d'écarter l'Union africaine, mais je demande l'Union africaine doit prendre sa responsabilité, comme l'a dit le doyen, par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais ce que je déplore actuellement, c'est que ce mutisme, l'Union africaine a sa part de responsabilité à jouer dans la crise qui sévit dans ce pays-là. Mais l'Union africaine actuellement, l'Union africaine qu'on voit en tant que telle actuellement, ne joue pas ce rôle-là. L'Union africaine, on dirait qu'ils font une volte-face par rapport à ce qui se passe entre le Kenya, entre la Somalie, entre l'autre voisin, l'Érythrée et les pays qui sont dans la sous-région. Donc je pense que ce problème-là, l'Union africaine doit le prendre à bras le corps, mobiliser tous les responsables de ce pays-là et aller dans un sens de faire une transition démocratique. Sinon, la déstabilisation de ce pays au niveau régional peut engendrer d'autres déstabilisations. Comme l'a dit le doyen aussi, ce pays-là a des accords avec d'autres pays comme la Turquie et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite. Mais ces pays-là aussi, je pense qu'ils ont leur intérêt, leur intérêt au niveau de la Somalie, c'est-à-dire de demander au gouvernement somalien actuellement en place de respecter le calendrier électoral. Gouvernement de transition. Le président Farmajo, dans cette optique, mon cher Ibrahima Kane, puisqu'il a décidé finalement de céder le pouvoir, entre guillemets, d'organiser une élection présidentielle en Somalie, comment l'opposition qui s'est longtemps battue justement pour déloger le président Farmajo, cette opposition, comment doit-elle profiter de ce retournement de situation? Oui, mais puisque l'opposition a elle-même montré que la seule façon de régler la situation, c'était d'aller vers des élections. Donc, pour moi, l'opposition est maintenant confortée par le recul du président. Oui, une opposition un petit peu dispersée quand même. Oui, mais ça, c'est un peu partout en Afrique. Toutes les oppositions en Afrique sont dispersées. Mais essayons maintenant, à partir du moment où le président de la République lui-même a reconnu qu'il fallait même aller vers les élections, de nous assurer que ces élections-là vont se dérouler dans de bonnes conditions. Et qui peut succéder à Farmajo? Ça, c'est aux Somaliens de décider. C'est pas comment dirais-je encore, à l'Union africaine ou bien à la communauté internationale de décider. C'est aux Somaliens de décider. Et je suis persuadé que cette opposition qui s'est farouchement battue a déjà une idée de candidature qui pourrait valablement présentée et qui pourrait être comment dirais-je encore, qui pourrait bien s'opposer à la candidature du président actuel. Donc, allez-y. Mais doyen, moi, j'ai l'impression que les autres États fédéraux de ce pays-là, comme le Somaliland, on dirait que ces États-là cherchent à se départir de la fédération actuellement. Parce qu'on a vu... Mais techniquement, ce n'est même pas une fédération, c'est un État unitaire. Vous savez, le Puntland et le Somaliland, la difficulté, c'est que la communauté internationale ne les reconnaît pas comme entité étatique. Parce que c'est un État unitaire que l'Union africaine reconnaît. Et je suis d'accord avec cette démarche parce que si on avait accepté le Puntland comme étant un État libre, on aurait complètement disloqué ce pays-là. Et ce ne serait pas bien pour la Somalie et pour les Somaliens. Le Puntland qui était en désaccord, qui l'a montré très tôt contre le président Farmajo en ce qui concerne évidemment la prorogation du mandat présidentiel de 2 ans. Quel avenir politique pour le président Farmajo? Je pense que, comme pour beaucoup, peut-être l'exil, parce que souvent aussi avec la Somalie, quand les présidents qui perdent le pouvoir restent rarement dans le pays, ils vont rejoindre la diaspora. Parce que n'oubliez pas que la diaspora aussi en Somalie joue un rôle capital dans la gestion du pays. Malgré le semblant de désordre que nous tous observons ici, c'est un pays quand même qui repose sur un certain nombre de... Bon, les clans jouent un rôle particulier, la diaspora joue un rôle important, et ce ne serait même pas à écarter que la diaspora a pu jouer un rôle important dans le dénouement de cette crise. Donc, je ne pense pas qu'il puisse se poser de problèmes quant à sa sécurité ou à des problèmes de vie sur le territoire. Ça, je ne pense pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il joue le jeu,
politique. Il est arrivé grâce à des élections, mais qu'il quitte grâce à des élections. Et que maintenant que l'on travaille pour vraiment le rétablissement de la paix et de la sécurité en Somalie, pour qu'il y ait une réunification de la Somalie. Parce que c'est pratiquement le seul pays africain où personne ne sait dans quelle direction il va. Exactement, parce qu'on le souligne, hein, la fracture sociale, hein, elle est toujours là, présente en Somalie. Le pays, justement, est classé parmi les pays les plus corrompus au monde, hein, la Somalie. Plus de 15 millions d'habitants à la recherche d'un morceau de pain, des régions attaquées par des groupes terroristes. Quelle devrait être la priorité du futur président de la Somalie? Oui, la priorité, je pense, du futur président devrait être la sécurisation de ce pays. Comme vous le savez, un pays où la majorité de la population a sa milice ou à ses armes, à son Kalachnikov, prêt à aller en guerre. Donc je pense qu'il faut désarmer totalement d'abord les milices qui sont... Ça c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire. Donc les Chebab doivent revenir à la raison et les autres groupuscules terroristes aussi. Ils doivent aller dans le sens de la négociation. Je pense qu'il ne faut pas toujours engager la bataille militaire. Il faut aller dans un sens de dialoguer parce que toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation. Donc il faut promouvoir cette négociation-là, aller dans un sens où les Somaliens vont comprendre que le monde d'aujourd'hui a changé. On est au XXIe siècle et ce siècle-là, c'est le siècle de l'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 20 ans. Et vous pensez que le futur président de la Somalie peut réussir là où Farmajo a échoué? Même si je ne vais pas dire qu'il va le réussir totalement, mais au moins il engrange cela. Au moins il commence un début. D'autres vont continuer. Nul n'est éternel dans ce monde-là. Donc je pense que ce pays doit aller dans ce sens. Et allez-y. Sur le plan économique, il ne faut pas penser que ce désordre qui existe au plan politique et social est aussi un désordre économique. La Somalie, comme je vous l'ai dit, sur le plan économique, c'est un pays qui n'est pas totalement puissant, mais où l'économie fonctionne. Oui, mais l'économie fonctionne, sauf que voilà, la Somalie meurt de faim et quoi, l'État gaspille du pain, c'est un peu ça Oui, mais encore faut-il reconstruire l'État. Encore faut-il reconstituer l'État. Et ça, ce n'est pas... on ne peut pas reconstituer un État sans les citoyens eux-mêmes. Or, les Somalies sont totalement divisés. Le fait que les parties du Nord sont... Le Puntland, par exemple, c'est un pays qui est en paix. Ne connaît pas la guerre. Oui, il y a même des vols réguliers si vous voulez aller au Puntland, vous passez par Addis Abeba. Il y a des vols, ou bien par Djibouti, il y a des vols réguliers. La deuxième partie de la Somalie, qui est encore en période de mi-paix ou mi-guerre, développe une économie, je ne dis pas prospère, mais une économie qui parlait des exportations de cheptel en direction du Moyen-Orient et autres, ça marche. La Somalie, c'est un grand pays côtier. Donc la pêche et les Somalis ont des traditions de pêche. Et l'État somalien gagne de l'argent à travers les permis qu'il accorde aux compagnies de pêche et autres. Donc ce n'est pas un pays totalement pauvre. À l'époque où nous ne connaissons pas le téléphone portable, mais la Somalie a été le premier pays africain à avoir un pays totalement avec téléphone portable. Donc ce n'est pas l'image que l'on a à travers les médias, c'est pas ça la réalité du terrain. Mais la preuve, c'est que les Somaliens sont encore restés sur leur territoire. Oui. S'ils sont restés là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'y passe. La seule difficulté à l'heure actuelle, c'est, comme je vous l'ai dit au départ, c'est d'amener le pays vers une paix qui peut durer et une paix qui est vraiment porteuse d'espoir au plan politique, au plan économique, au plan social pour le pays. Emmener la Somalie vers une paix durable, alors on l'a souligné au début de cette émission en ce qui concerne la deuxième partie axée sur la Somalie. C'est un pays qui est toujours, vous l'avez souligné, en guerre depuis 1991 avec la chute du président Siad Barre. La paix coûte-t-elle cher en Somalie, mon cher Ndiaye? Oui, je pense qu'actuellement la paix coûte cher parce que sur le plan économique, comme l'a dit le doyen, ce pays n'a pas trop de problèmes comme les autres États africains. Mais c'est sur le plan politique.
Un pays miné par le clanisme et l'ethnicisme, un pays où chaque clan cherche à diriger ce pays-là. Chaque clan cherche à détenir le pouvoir. Vous pensez qu'il sera facile d'aller vers l'union de tous ces clans-là pour essayer de faire avancer ce pays-là sur le plan politique? C'est ça qui pose problème actuellement au Somalie. Mais comment unifier tous les Somaliens justement pour marcher dans cette voie soulignée par notre ami Khan? D'abord, pour moi, c'est le désarmement. En Somalie, beaucoup de milices, les milices en Somalie sont lourdement armées. Donc il faut aller dans ce sens de désarmer ces milices-là et de les faire revenir à la raison. Actuellement, il faut que les choses bougent, il faut que ce pays avance. Ce pays, certainement, sur d'autres plans, nous propose d'autres aspects. Mais actuellement, ce qu'on voit, depuis même avant les indépendances jusqu'à présent, on a remarqué que ce pays est divisé par ces problèmes de clans, ces problèmes d'ethnie. Et on est à un moment où il faut dépasser cela. Les Africains doivent se réveiller par rapport à cela. Ouais. Donc, c'est ces problèmes de clans qu'on voit en Éthiopie, comme on l'a dit ici l'autre fois. C'est ces problèmes de clans qui ont un peu divisé l'Éthiopie avec l'ethnie majoritaire qui pense que oui, c'est à nous de diriger le pays. L'ethnie qui est lésée va se rebeller et prendre les armes. Il faut faire comprendre aux Somaliens et aux Africains que ces choses-là, il faut les dépasser. Il faut aller vers des élections démocratiques, que le meilleur gagne. Exactement. Est-ce qu'on peut craindre des risques de manifestation en cas de contestation, évidemment, des votes? Oui, mais ça a toujours existé. Par le passé. Pour un pays qui sort des manifestations, repartir encore dans les manifestations, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui au gouvernement somalien de mettre en place des dispositions pour justement éviter ça? Oui, mais ce sont ces manifestations qui vont les forcer à agir. Vous savez, s'il n'y avait pas ces combats de rue, en tout cas cette levée de bouclier de pratiquement toute... pour moi, ce n'est pas seulement l'opposition qui s'est levée contre le président, c'est presque toute la capitale. Oui, on a vu des manifestations, des marches à Mogadiscio. Exactement, et donc c'est ça qui peut faire progresser et qui peut éventuellement aussi réveiller les voisins pour dire qu'ils ont un rôle à jouer. Il y a l'IGAD qui essaye de faire de son mieux, mais l'IGAD est confronté aussi à d'autres problèmes. Par exemple, la présidence de l'IGAD est assurée par l'Éthiopie, mais le président éthiopien a actuellement d'autres chats à fouetter que de se pencher sur un sempiternel problème somalien. Et donc, Djibouti, Djibouti est tellement petit qu'on se demande si Djibouti peut jouer un rôle dans la solution des crises dans ce pays, d'autant plus qu'une partie de la population djiboutienne est d'origine somalienne. Évidemment. Donc, vous voyez, en tout cas, on peut même juger la participation de Djibouti, une tentative djiboutienne comme étant une tentative partielle. Une tentative partielle. Et c'est sur ces mots que nous nous arrêtons pour cette émission. Merci à Ibrahima Khan, analyste politique, d'avoir participé au débrief. Nous remercions également cher Sabi Boundiaï, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain sur Medi 1. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.